bienvenue à cette audition sur la Constituante. Bonjour. Depuis que Jean-Luc Mélenchon a proposé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2017, la décision a été prise de solliciter un certain nombre de personnes ou d'organisations afin d'élargir notre compréhension des problèmes qui se posent à notre pays. Et dans cette perspective, l'équipe chargée de coordonner le programme pour 2017, qui est co-dirigée par Charlotte Girard, ici présente, avec l'économiste Jacques Généreux, a décidé de lancer une série d'auditions auprès de chercheurs ou d'acteurs de terrain. Et là, en l'occurrence, le premier chapitre du programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon concerne précisément la convocation d'une assemblée constituante afin d'élaborer une sixième République. Donc là, aujourd'hui, on va faire une audition sur l'Assemblée constituante qui est vraiment le point central, le point focal du premier chapitre de ce programme. Notre idée de lancer un processus constituant qui serait fondé sur la convocation d'une Assemblée constituante, elle suscite beaucoup d'intérêt. Elle fait notamment l'objet de réflexions nombreuses, d'échanges nourris sur la plateforme en ligne JLM 2017. Par exemple, il y a des débats sur la composition, les modalités de désignation des membres, et puis la nature de leur mandat. Et puis, elle suscite aussi des interrogations ou des demandes de précision. On nous dit souvent que c'est un beau projet, mais qu'on voudrait des éléments plus concrets. Alors justement, dans cette perspective, il nous a semblé intéressant de rencontrer une personne qui avait une expérience concrète de participation aux travaux d'une assemblée constituante. Et donc c'est pour bénéficier de votre éclairage et pourquoi pas de vos conseils que nous avons souhaité vous inviter pour cette audition, Madame Mabrouka Mbarek. Alors je précise que vous avez été membre de l'Assemblée constituante de Tunisie, élue en 2011, assemblée qui a abouti à la rédaction et à la promulgation de la Constitution de 2014. Je crois que vous étiez élu, vous me corrigerez si je me trompe, vous étiez élu du Congrès pour la République, l'organisation fondée par le président Marzouki, et vous représentiez les Tunisiens établis aux Amériques et en Europe. Alors, nous aimerions avoir votre retour sur cette expérience, aussi bien sur le processus par lequel la société tunisienne a pris conscience de la nécessité d'une assemblée constituante et du caractère prioritaire de cet enjeu, et puis aussi sur les modalités pratiques d'organisation du travail dans une assemblée constituante. Nous serions intéressés à la fois par le bilan que vous pourriez dresser de cette expérience et par les suggestions concrètes que vous pourriez nous adresser, par exemple des mesures qui vous paraîtraient intéressantes d'adopter pour faciliter les travaux d'une assemblée constituante en France. Voilà, je vous donne la parole, nous vous écoutons. Très bien, tout d'abord merci de m'avoir invité, c'est vraiment un plaisir de partager cette expérience avec vous. J'aimerais juste dire en introduction pour ceux qui vont visionner cette audition que je ne fais pas partie du Front Populaire, je ne fais pas partie de la campagne et en fait j'accepte toute invitation d'un parti qui souhaiterait avoir des informations, des conseils sur la Constituante. Tant que ce parti a des valeurs de respect et de fraternité, j'accepterai donc toute invitation. Je trouve que cette façon de faire d'audition, je trouve que c'est très positif. On manque beaucoup de ça dans les partis politiques où en général les partis politiques ont leur plateforme et il y a très peu d'écoute justement des expériences donc au-delà de la France et là c'est très intéressant. On a toujours une tradition, la Tunisie recevant l'assistance de la France et là c'est l'inverse et donc c'est vraiment avec fierté que je représente aujourd'hui mon peuple et c'est vraiment avec plaisir qu'on est là en fait. Alors, il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la Constituante évidemment et j'imagine que vous allez avoir quelques questions pour pouvoir clarifier les choses. Vous l'avez dit, donc je vais essayer de suivre votre plan, c'est-à-dire c'est la mise en place d'une constituante, les modalités ensuite de pratique, puis je vais parler un peu de la Tunisie et ensuite mes recommandations. Et je vous invite vraiment à poser vos questions à chaque partie. Vous avez tout à fait raison quand vous avez dit que ce qui est important, c'est comment fédérer une société autour d'un projet constitutionnel. Donc ça, c'est vraiment le grand challenge, le grand défi. C'est d'avoir
une assise populaire par rapport à cette initiative. C'est pas une initiative, c'est pas rien, c'est une initiative historique. Et donc, il faut bien mettre ça en tête. Et pour nous, les Tunisiens, en tout cas les députés de la Constituante, ça nous a pris beaucoup de temps pour bien comprendre que c'était un processus historique et qu'il fallait se projeter des décennies vers le futur. C'est un exercice qui est extrêmement passionnant. Et d'ailleurs, je trouve que la Constituante devrait être un exercice pour tout citoyen. Parce que ça vous transforme. C'était un énorme honneur pour moi d'y être et je me suis réveillée politiquement à travers ces 3 années parce que c'est une expérience qui transcende votre propre vie en fait. Ça prend du temps, hein, ça prend beaucoup de temps avant de comprendre parce que en dehors de l'Assemblée nationale constituante, il y avait des attentes. Les gens voulaient un emploi, il y avait la crise économique. La révolution tunisienne s'est passée au moment de la crise financière en Europe. Donc il y avait beaucoup d'impératifs qui nous ramenaient à la réalité d'aujourd'hui. Mais en même temps, l'exercice de la constituante, c'est un exercice pour le futur. Et donc il fallait bien comprendre cela et il fallait vraiment comprendre les enjeux historiques et les enjeux pour les prochaines générations. Donc quoi qu'il arrive, quel que soit l'événement qui va créer le déclenchement d'une constituante, il faut aller au-delà de cet événement-là. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'opportunité d'une constitution, non seulement pour y mettre qu'est-ce que c'est d'être un bon citoyen, mais c'est aussi qu'est-ce que c'est d'être un bon ancêtre. Donc vraiment, je vous dis, c'est une expérience tellement fantastique. Je voulais commencer par là, parce que je trouve que ça doit être l'opportunité de tous. Donc c'est un exercice qui doit être fait par tous les citoyens, et non pas une constituante. La constituante, elle est là pour centraliser, elle est là pour aider le document, mais à mon sens, c'est tout un peuple qui doit apprendre à écrire sa propre constitution, apprendre à se transcender et à réaliser l'importance de l'humanité quand on se projette vers un futur. S'il n'y a plus de génération future, on n'a plus du tout d'objectif. Donc je trouve que la portée de la constituante, je pense que c'est important de l'écrire parce qu'il y a très peu de personnes qui écrivent sur cette expérience. Et là, vous avez raison de pointer du doigt que la Tunisie a réussi à fédérer la constituante avec un événement assez important, c'était la Révolution. Alors qu'en France, on n'a pas un momentum, on va dire, révolutionnaire qui a été en Tunisie, si vous voulez. Il y a eu des décennies de dictature, et puis tout d'un coup, ça a fait boum. Les gens ont été énormément frustrés. Ils ont pris la rue, mais ils ont pris la rue pas à ce moment-là, en 2010. Ils avaient déjà pris la rue depuis très très longtemps. En 2008, on se souvient, dans le bassin minier. Et donc, il y avait le mouvement révolutionnaire de résistance avait démarré depuis très très longtemps. Mais c'était en 2010 qu'il y a eu un momentum et que les gens se sont retrouvés tous ensemble pour un projet commun qui était de virer le dictateur. Donc ça, c'était un événement qui a fédéré tout le monde, que ce soit l'élite économique, que les classes les moins privilégiées. Et c'est ça qui a donné qui a propulsé cette idée de constituante, si vous voulez. Ça n'aurait peut-être pas marché s'il y avait des franges de la société qui avaient été exclues. Mais là, ceux qui ont pris la rue, ce sont les vieillards, les femmes, les jeunes, les sans-emploi, ceux qui ont un emploi, et l'élite économique est venue, et donc vraiment toutes les classes. Là, ça avait beaucoup aidé. Quand on n'a pas un momentum, c'est-à-dire un événement historique comme une révolution, on doit essayer de puiser sa légitimité dans dans ce que le peuple français demande en fait. Et il va falloir réussir à fédérer d'abord ces gens-là pour la cause de la constituante, avant même de convoquer la constituante. Oui. Donc, parce que, et c'est ça l'erreur de la Tunisie, je vais vous dire, il y a eu des bonnes choses en Tunisie, il y a eu des choses qui ont été ratées.
Au niveau de la Tunisie, moi je trouve que c'était extraordinaire. Tout de suite après la Révolution, il y a eu une organisation plutôt incroyable. Il y avait une organisation décentralisée où il y avait des comités dans chaque quartier. Et chacun, tout d'un coup, était politisé, il commençait à avoir des idées, chacun en fait partageait. Et l'erreur qu'on a faite, c'était de tout centraliser dans un truc très bureaucratique qui s'appelle la grande instance pour la protection de la révolution et la transition démocratique et pour l'honneur des martyrs. C'est une grande instance, mais qui était nécessaire parce que quand on a des comités régionaux ou locaux, c'est difficile d'organiser. C'était nécessaire, mais le problème en Tunisie, c'est que ça a supprimé l'organisation locale plus ou moins. Il n'y a pas eu. Il faudrait trouver un moyen où il y a une mécanique régionale, locale, et en même temps une organisation qui soit inclusive et qui puisse justement écrire la roadmap, comme on appelle, c'est la feuille de route. Parce qu'en fait, en Tunisie, qui a décidé qu'on n'allait pas avoir une élection présidentielle? Qui a décidé la convocation du constituant? Qui a décidé la loi de la parité entre femmes et hommes pour la première élection législative, la constituante, pardon. Tout ça, c'est cette instance. Donc cette instance, je ne critique pas. Je trouve que c'était extraordinaire. Et cette instance n'était pas élue. On a juste rajouté tous ceux qui étaient des grands opposants aux dictateurs. Ça a marché plus ou moins. Mais le souci, c'est que quand on coupe la mécanique régionale et on a des jeunes qui ont fait la révolution et ensuite ils se retrouvent à être spectateurs. Et ça, c'est dramatique. Et là, vous avortez carrément la révolution. C'est-à-dire que le processus inclusif s'est arrêté là. Après, il y a eu un peu, oui, bien sûr, il y a eu un peu, mais pas autant qu'on aurait souhaité. Disons que le challenge, le grand défi, c'est quand on a un mouvement comme en France, quand on voit les Nuits debout par exemple, comment faire pour que ce mouvement continue et ne s'arrête pas. Mais en même temps, on est face au défi d'organiser ce mouvement-là. Ça, c'est pas facile. J'ai lu beaucoup de... Et ça, c'est pas seulement pour la France, c'est pour tout mouvement. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Il faudrait, à un moment donné, il faut écrire cette feuille de route. Et il faut que tout le monde soit inclus dans la feuille de route, c'est-à-dire... parce qu'il ne s'agit pas de convoquer une constituante et c'est tout. Il faut comprendre, pendant que la constituante travaille, quelle est la nature de la transition. Donc, oui, ce que vous posez ici comme problématique, c'est la question de la démocratie représentative ou pas, enfin, et ou autre chose. Ça vient après. Ça viendra après. Là, vous parlez de la phase antérieure d'écriture. La phase d'écriture. Alors, la phase même... Si vous voulez, alors je vais revenir un peu en arrière, mais si vous voulez, et on va prendre le cas de la plateforme de Jean-Luc Mélenchon, je trouve que ce serait insuffisant s'il convoque et il mène sa campagne en disant moi si vous m'élisez, je vais convoquer une assemblée nationale constituante. C'est pas suffisant, pourquoi? Parce qu'il y aura des gens qui n'auront pas voté pour lui, ils ne seront pas d'accord pour une constituante. Là, le défi, c'est de rallier tout le peuple français autour d'une constituante. Et c'est ça le défi. Disons que c'est ma recommandation essentielle, si vous voulez, que cette constituante aboutisse à quelque chose vraiment d'historique et quelque chose de solide pour fortifier la démocratie française. Pourquoi? Parce que l'écriture de la constituante va prendre beaucoup de temps. Et au début, il y a toujours un momentum, les gens vont être pour. Mais ensuite, on se lasse parce que ça prend beaucoup de temps. Et tout va dépendre de la légitimité, d'où cette assemblée constituante va puiser sa légitimité. Est-ce que c'est les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que c'est un grand mouvement français, un grand mouvement qui a été créé parce que les gens se rendent compte que c'est plus possible maintenant, on vit vraiment c'est plus une démocratie quand un parti politique sort une loi de nulle part, dont il n'a même pas parlé, il utilise un article de la Constituante pour le faire passer et on vous sort les flics si vous voulez essayer d'être contre. C'est plus du tout, il faut quand même dire les choses comme elles sont, c'est plus du tout une démocratie, plus du tout. Et donc le défi, c'est de faire comprendre aux gens qu'on n'est plus en démocratie. Et je crois que quand on m'a invité à un congrès, c'est la première chose que j'ai dite. En Tunisie, on a un avantage énorme et vous, c'est votre désavantage. Notre avantage, c'est que nous, on vient d'une dictature.
Et donc, il y a eu une révolution, et donc nous, on sait qu'on n'a pas de démocratie. On est en train de la construire depuis le zéro. Le défi pour vous, c'est de faire comprendre à vos compatriotes qu'ils ne sont pas en démocratie. On est très aidés par le gouvernement en ce moment. Voilà, vous avez les médias qui disent voilà, c'est une démocratie. Il y a cette idée, parce que maintenant on parle de démocratie sans vraiment. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Si le peuple n'a plus du tout aucun poids, et on lui dit juste tous les 5 ans de venir de voter, donc. Oui, mais ce que je vous disais, c'est qu'il y a une telle tension aujourd'hui. Ah oui, vous le disiez de façon cynique. C'est très cynique. Mais, oui, bien sûr. Mais je me demandais si vous pensiez, si vous arriviez justement à évaluer cet état de crise, quand même, de tension en France qui est grandissant. Oui. Et si vous pensiez qu'il est susceptible justement d'atteindre ce point, ce momentum révolutionnaire. Mais tout à fait, parce que on revient à la Constitution européenne. C'est la première fois où les gens se sont rendus compte. Ils sont venus avec leur constitution écrite en tout petit, vous votez, les Français ont dit non, et pourtant c'est passé. Et à ce moment-là, il y a eu un mouvement qui a démarré. Mais quand je vois ce mouvement-là au début et aujourd'hui, maintenant vous avez des politiciens de l'établissement français qui parlent de constituante, mais là je ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon, mais je parle d'autres personnes, qui disent peut-être que le Sénat, on devrait le tirer au sort. Ça commence. Donc l'idée, elle prend. Je suis d'accord qu'on n'est pas en 2008, là, on est en 2016, où l'idée maintenant, elle est répandue. L'idée maintenant, le défi, comme je dis, c'est de fédérer. Et je dis juste que fédérer, c'est peut-être pas possible avec une plateforme présidentielle. Il faut essayer de renouer les Français à un travail commun. Et ça, ce sera votre force, ce sera la force de la Constituante, et toute la légitimité de la Constitution repose dessus. Notre erreur, nous, c'est que dans cette instance qui n'était pas élue, qui a fait du bon travail, ils ont voté que la Constituante devait travailler seulement 1 an. Donc c'est complètement de la folie, avec 6 mois de renouvellement. C'est de la folie. Mais ils ont dit on ne peut pas, parce que les instances financières, si vous gardez votre transition très longue, j'ai envie de dire les instances financières, c'est notre souveraineté, il faut écrire la Constitution de façon très lente, etc. C'est normal, il faut qu'on prenne le temps. Eh bien, mon parti était le seul qui n'avait pas signé. Mais cette loi n'a pas une grande autorité parce que c'est un décret. Quand nous avons été élus, la première chose qu'on a fait, c'est d'établir une mini-constitution pour la transition. Et on a bien expliqué que la transition s'arrête quand on aura fini la constitution, mais aussi la loi électorale, donc tout ça. Donc il y a eu un grand problème, parce qu'au bout d'1 an et demi, ceux qui avaient signé, et puis bien sûr les gens qui représentent l'ancien régime, on dit pop, vous sortez tous, vous n'avez plus de légitimité là. On a beau leur dire, ben non, on a une mini-constitution qui est plus forte que votre décret, et en plus, le Congrès pour la République n'avait pas signé, donc là, vous êtes en train de dire que c'est le seul qui va siéger, ça n'a pas de sens. Mais ce que je veux dire, c'est la raison pour laquelle il y a eu des problèmes, c'est qu'on n'a pas réussi peut-être à fédérer tout le monde sur cette idée que la constituante, ça prend du temps, ça d'une. Et la constituante ne va pas régler les problèmes de chômage. Ça n'a rien à voir. Donc, alors, pardon, vous interrompez ici, juste, est-ce que cette circonstance particulière tunisienne ne plaide pas en faveur, justement, d'une séparation assez nette entre le travail constituant et la gestion des affaires courantes, voire le détricotage, si on a, et ce qui permettrait finalement justement de sanctuariser un peu le travail d'écriture de la Constitution et de faire comprendre que c'est un processus qui a sa logique, etc., et que ça ne consiste pas précisément à régler l'économie courante immédiatement, etc. Et que c'est un piège précisément dans lequel il ne faut pas tomber. Tout à fait. Vous avez vraiment mis le doigt sur la chose. Si on pouvait revenir en arrière et qu'on pouvait changer, je changerais ça. C'est-à-dire qu'on avait un Parlement qui avait 2 chambres. Les 2 chambres ont été dissoutes. On aurait dû garder cette structure de 2 chambres avec une chambre constitutionnelle et une chambre législative. Exactement. Nous, tous nos problèmes, c'était qu'on avait ces 2 casquettes. D'une, on n'avait pas le temps de faire tout. C'était inhumain de faire tout. Et de 2, il y avait eu un énorme quiproquo, les gens n'avaient pas compris le rôle
notre rôle en tant que constituant et notre rôle en tant que... exactement. Et donc du coup, c'était même pire que ça. C'est-à-dire que mon parti politique, par exemple, était dans une coalition gouvernementale. Donc au niveau de la législative, on était censé être une coalition, même si on ne partageait pas les mêmes idées, mais c'est pas grave. Par contre, au niveau de la Constitution, on n'était pas en coalition avec nos partenaires. Oh là là, voilà. Donc, exactement. Donc, les journalistes internationaux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent d'opposition. Mais quelle opposition vous parlez? Moi, par exemple, mon parti politique, il était dans la coalition gouvernementale. Mais on était contre notre partenaire Ennahda, le parti islamique, ou musulman démocrate, comme ils veulent s'appeler maintenant. On était contre leur projet constitutionnel. Des gens qui étaient dans l'opposition au gouvernement ont été alliés avec eux pour présenter un brouillon dont nous on était contre, qui n'avait pas respecté le vote en commission. Et nous avons fait une coalition, notre propre coalition constitutionnelle. Nous avons nommé un porte-parole pour lire notre communiqué. C'était le feu Brabi qui est décédé, Allah yarhamou. Et donc les gens ont dit... il était de l'opposition et l'opposition est sortie et a fait grève, mais les gens n'ont pas compris que l'opposition qui est sortie et fait grève, c'est la position du gouvernement et pas l'opposition à la constituante. Il y avait eu un énorme quiproquo, mais ça vient exactement de ce dont vous parlez. C'est absolument, il faut absolument séparer les affaires courantes, la chambre législative et l'activité constituante. Oui. On peut même imaginer, après c'est à vous de voir, de garder... ça c'est une des recommandations que j'ai. C'est que... alors, je vais revenir. D'abord, donc, moi j'avais divisé ça. Pourquoi une constituante, quoi et qui, et ça c'est important. Donc pourquoi la constituante, c'est d'où cette légitimité elle vient, c'est d'où vous allez sortir cette légitimité, c'est justement la fédération de tous les Français vers un projet commun, fortifier, améliorer la démocratie à mon sens. Et quoi, quel projet, donc pourquoi on veut une constituante? Et c'est là où vous allez être amené absolument, nécessairement à définir la transition. Parce que vous allez expliquer le rôle de la constituante, mais il va falloir aussi définir le rôle des affaires courantes. C'est ça. Et c'est là où il va falloir aussi fédérer les partis politiques, les syndicats et tout le monde. Donc ce que je dis, c'est que convoquer une constituante, c'est pas assez. Il faut aussi définir sa transition. Et c'est là ma recommandation, elle est, je pense, et là elle puise d'un succès tunisien, je pense, c'est que nous on est passé d'un régime de dictature présidentielle, un président au pouvoir absolu. Et donc pendant la transition, c'est une période où vous pouvez expérimenter. Parce que vous n'aurez pas d'autres opportunités pour expérimenter. Donc quand vous expérimentez quelque chose de nouveau, ça vous donne un peu d'histoire pour que les constituants, quand ils écrivent, ils peuvent avoir un peu d'expérience pour se rapporter. Donc nous, par exemple, en Tunisie, on est passé d'un président à 3 présidents. On avait un président de la République, un président du gouvernement et un président de la constituante. On avait 3 présidents. Ils étaient toujours là parce qu'on voulait casser... la révolution, c'est un processus qui passe par 2 étapes. La première étape, c'est la rupture et ensuite, c'est la construction qui est fondamentalement différente. Si elle n'est pas fondamentalement différente, on ne peut plus parler de révolution ou alors on peut parler comme Gramsci. Antonio Gramsci parle de révolution passive où les choses changent mais doucement, l'élite économique reste. Et donc en Tunisie, on est face à une révolution passive, comme Antonio Gramsci disait. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, et nous on avait un système parlementaire pour la première fois. Donc la transition, c'était un système parlementaire. Donc là, vous pouvez même imaginer garder un Sénat et une Chambre des représentants, mais tirer au sort. Et vous pouvez expérimenter, voir qu'est-ce que ça donne, puisque c'est que pendant une transition. Et c'est le meilleur moment pour voir et pour peut-être convaincre les gens et de voir comment ça marche. Mais je reviens encore sur l'importance de fédérer les gens sur la convocation, mais aussi sur la nature de la transition. La nature de la transition en Tunisie, c'était complètement définie par cette instance dont j'ai parlé, cette instance centrale qui s'appelait l'instance de la protection de la révolution. Donc il va falloir, de votre côté, trouver un moyen pour fédérer les gens, non seulement sur la nécessité de réécrire une constitution, mais sur aussi d'imaginer quelle va être la transition.
L'autre chose, c'est qu'il faut absolument redéfinir tous les concepts. Et il faut vraiment rejeter les concepts qu'on entend depuis des années. Il faut, je dis toujours, pour construire, il faut d'abord déconstruire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous allez entendre plusieurs personnes vous dire qu'une constitution, c'est un contrat social. Mais on l'entend partout, et c'est écrit partout. D'ailleurs, les Nations Unies ont un programme d'assistance aux constitutions, et c'est la première chose qu'ils disent, c'est une constitution, c'est un contrat social. Moi, j'ai envie de dire, ben non, pas du tout. Ça, c'est le jargon néolibéral, un contrat. Un contrat, il peut être coupé, il peut être brisé, c'est pas un contrat du tout. Et donc, quand je dis il faut redéfinir vos concepts, c'est tout ce que vous avez appris sur les constitutions, il faut tout rejeter à la poubelle et il faut discuter avec le peuple et il faut que ce soit grassroots, vraiment que ce soit organique et que ce soit le peuple français qui décide de la Constitution. Par exemple, une constitution, à mon avis, mais après c'est à vous de définir, à mon avis, une constitution, c'est un document qui est là pour protéger les peuples. C'est pas du tout un contrat social qui organise les pouvoirs. Pas du tout, faut rejeter tout ça, c'est pas du tout. Ça sert à protéger le peuple. Ça donne des outils au peuple pour pouvoir être protégé envers ceux qui sont au pouvoir. Et en fait, la Constitution n'est pas là pour organiser les pouvoirs, elle est là pour limiter les pouvoirs et en donner au peuple. Donc ça aussi, ça prend beaucoup de temps parce qu'en Tunisie, par exemple, dès qu'on a démarré, il y avait toutes ces organisations qui ont englouti la Tunisie avec leurs workshops, avec beaucoup de formation sur qu'est-ce qu'une constitution, etc. C'était toujours le même blabla, mais au final, c'est au peuple de décider ce que c'est qu'une constitution. Oui, de toute façon, mais c'est peut-être en cela que l'expression contrat social, elle n'est pas si nouvelle. Hein. C'est aussi la tradition des Lumières et finalement. Elle est ancrée dans les modèles, absolument. Elle est ancrée dans la période des Lumières, voilà. Absolument. Mais je suis assez d'accord avec vous. Oui, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'on a tout intérêt à considérer que de toute façon, on ne peut pas imposer un concept de constitution théorique qui, comme ça, vient d'en haut et que précisément le processus constituant, il est dans cette espèce d'invention à un moment donné qui correspond à une période, à des gens, à une situation géographique, à une culture. Voilà, et que ça se crée et ce ne sera, j'allais dire, une valeur que si précisément c'est exactement. Une fondation réelle. Et il ne faut surtout pas avoir peur de... Parce que moi je recommande le tirage au sort. À mon sens, c'est vraiment ce qui va produire une constituante qui soit le plus proche de l'idéal démocratique. Alors le tirage au sort pour la désignation des membres de la constituante. Oui. Et d'ailleurs, la constituante, encore une fois, là on parle que ça peut être des constituantes régionales et des constituantes locales. Celle qui va être centrale, elle va, à mon sens, centraliser et puis écrire et essayer d'avoir toutes ces mini-constituantes. C'est pour ça que c'est un long processus. Mais à mon sens, voilà, la centrale, il ne faut pas avoir peur des gens qui vont dire oui, mais si on a des gens qui ne sont pas éduqués, mais non, pas du tout. Nous, en Tunisie, les gens vont vous le dire, hein, la constituante, j'ai beaucoup de journalistes et beaucoup de gens qui ont observé la constituante qui nous disent que c'était une période extraordinaire. On avait l'impression qu'on avait vraiment une société tunisienne, alors que là, aujourd'hui, en Tunisie, l'Assemblée des représentants du peuple, la moitié, c'est des businessmen, donc c'est aussi une façon de perpétuer les intérêts des corporations, des entreprises, c'est de mettre justement des chefs d'entreprise. Donc là, il y a un problème, il y a un problème d'intérêt, de conflit d'intérêt, parce que le chef d'entreprise, évidemment, il va pas écrire une constituante en tant que chef de famille ou bon père de famille, non, il va l'écrire en tant que chef d'entreprise. Donc, alors que la constituante, il y avait vraiment, c'était vraiment très 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 diverse. On avait, mais par les exemple, membres n'ont pas été tirés au sort. Ils n'ont pas été tirés au sort, c'est vrai. Mais il y avait, je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y avait pas du tout de politique avant. Enfin, on n'avait pas le droit. Oui. Donc il y a eu
il y a eu les partis politiques et les partis indépendants, ils ont ils ont fait c'était vraiment des listes à la dernière minute. Moi, par exemple, je n'ai pas été candidate. Non, j'étais pas du tout candidate. Mon histoire, c'est assez particulier parce qu'on m'a demandé d'être numéro 2 parce qu'il y avait une parité. Et moi, j'étais enceinte de ma fille, donc il était hors de question que... Et ensuite, ils ont changé mon nom et m'ont mis première tête de liste. À ce moment-là, j'avais encore le temps de changer. J'étais paniquée parce que j'avais pas du tout... j'étais pas prête. Ils avaient un peu forcé les choses et moi, alors je maîtrisais pas l'arabe. Alors imaginez-vous bien. Et j'ai vécu, ah bah oui, je maîtrise pas l'arabe et je m'en cache pas, ça fait partie de ma culture. Mes parents sont analphabètes et ils migraient en France et puis voilà. Et on a vécu au sud de Strasbourg dans un village où il n'y avait pas du tout d'école arabe. On a essayé mais ça n'a pas marché. Donc non, je suis fière d'où je viens, mais c'était complètement surréal. Et ils m'ont dit, tu as encore le temps de refuser. Mais si je refusais, c'est toute la liste tombait. Donc après, je me suis dit, bon, je suis avec mon mari et on s'est dit, bon, on verra. Et quand j'ai su que j'étais élue, je pense être peut-être la seule personne qui pleure le jour où et dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, je suis très très heureuse qu'il m'ait poussée. Absolument, c'était une expérience formidable et je pense que j'ai bossé énormément et je pense qu'avec des amis on a quand même réussi des choses assez incroyables, c'est-à-dire des débats qui n'avaient jamais existé en Tunisie. Par exemple, on avait débattu un accord que le FMI voulait faire passer par le Conseil des ministres à un moment de crise énorme, au moment de premier assassinat politique qu'on avait eu, et on avait réussi à dire non, ça ne peut pas se passer comme ça, il faut que ce soit discuté. Avec un mouvement citoyen de jeunes, on a fait pour la première fois de l'histoire de la Tunisie vraiment discuter le plan d'ajustement structurel du FMI en live TV. Il y a plein de choses qu'on a faites, donc au final, parce que ça m'a poussée vraiment à travailler plus, à me dire, parce que je me suis dit je ne suis pas prête. Donc moi je maîtrisais pas l'arabe, j'avais jamais vécu en Tunisie plus de l'été, quoi. Mais qu'est-ce que le parti de Marzouki m'ont dit? Ils m'ont dit, mais nous on veut que la constituante représente tous les Tunisiens, tous. Et dans notre cas, il y a 10% qui vivent à l'étranger, qui sont de la diaspora, et il y a énormément qui ne maîtrisent pas l'arabe, et donc ils disaient non, on veut que ce soit une constituante qui représente tout. Vraiment, on avait de tout. Parce que ces listes ont été faites un peu à la va-vite. On avait des chômeurs, des étudiants qui n'avaient pas de job, on avait des mères de famille, on avait un chauffeur de taxi, on avait des profs des petites écoles, des profs des grandes écoles, on avait quelques avocats, c'est vrai qu'on avait quelques constitutionnalistes. Mais on avait surtout beaucoup c'était vraiment de tout. Et alors ce recrutement, il s'est fait comment? C'est-à-dire que, est-ce que les partis politiques sont beaucoup intervenus ou pas? Est-ce qu'on s'est tourné vers un ami, une connaissance, etc. Alors, parce qu'il fallait faire feu de tout bois? Oui, voilà. Non, évidemment. Et comment vous avez fait ça? Il y avait ce moment-là, après la Révolution, il y avait un bouillonnement, c'était extraordinaire. Les gens pouvaient parler de politique, tout le monde voulait mettre la main à la pâte. On avait ce momentum assez incroyable. Et il faut dire une chose, c'est que les partis politiques n'avaient pas de plateforme mature. C'est ça. Je vais vous expliquer. Les partis politiques étaient formés sur des plateformes, sur l'idée, ils étaient en opposition à la dictature. Et il y avait les quelques changements, c'était voilà, nous sommes les laïcs, vous êtes les islamistes, voilà. Mais il n'y avait pas la plateforme, il n'y avait pas de plateforme économique. Les gens de l'opposition, les partis politiques, dès qu'ils se sont formés, il n'y avait pas ça. Donc il y avait très peu pour décevoir le peuple. Mais ensuite, quand il y a eu le gouvernement, la constituante, et quand les partis politiques se sont affirmés, il y a eu énormément de scissions. Et les gens se sont dit, mais c'est catastrophe. Non, c'est pas du tout catastrophe, c'est tout à fait naturel. Puisque les gens qui ont formé un parti politique, ils l'ont fait contre la dictature. Mais ensuite, il y avait des lois sur le FMI, la Banque mondiale, des nouveaux prêts, et donc il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et puis il y a des scissions, Plus il y a une expérience politique, et plus la plateforme politique et économique et sociale d'un parti politique s'affirme.
Donc nous, l'avantage en Tunisie, c'est qu'on avait des partis très immatures et donc c'était facile de ramener les gens, surtout que moi j'étais dans un parti politique. Je vais vous dire, la première fois de ma vie, je vais à Montréal et je vois un débat politique tunisien. C'était 3 mois après la chute de la dictature et je vais poser une question au panel et il y avait 4 grands partis politiques. Il y avait Moustapha Ben Jaffer qui était là-bas et qui est devenu le président de la Constituante. Je leur ai posé la question justement, comment vous recrutez les femmes puisqu'on vient de passer la parité. Donc tous ils m'ont répondu un peu normal. Hein, Mais il y a un parti politique qui m'a dit, qu'est-ce que vous faites vous? Et je dis, comment ça? Mettez la main à la pâte et venez nous rejoindre. Et c'est parce qu'il y avait eu une urgence comme ça de construction et puis c'était intéressant d'avoir passé, il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'opposition et il y en a beaucoup qui étaient restés comme ça dans l'inaction. Et puis là, c'était tout d'un coup un momentum énorme d'avoir tous ces gens ensemble pour construire. Donc c'était pas difficile. Là, vous avez en France un peu plus de challenge parce qu'il y a une vision des partis politiques qui est beaucoup plus négative. Ce que l'on a maintenant en Tunisie. 5 ans après la Révolution, maintenant, il y a une désillusion par rapport aux partis politiques. Et c'est tout à fait normal. Je ne peux pas défendre les partis politiques aujourd'hui. D'ailleurs, je ne fais plus partie de partis politiques. Mais c'est vrai, c'est délicat. Vous avez raison d'essayer de convaincre les gens. Déjà, de les convaincre pourquoi il faut une constituante. Les convaincre sur la nature de la transition. Les convaincre parce que les gens n'aiment pas la transition. De convaincre, c'est pas évident. Et en plus de les convaincre de participer, c'est pas évident. Et alors une autre si je puis une autre question, peut-être plus sur le déroulement même du travail constituant. Donc vous disiez, on se retrouvait parfois sans aucune expérience politique, sans aucune expérience du travail, d'écriture parlementaire, etc. Et pour autant, il a fallu le faire. Et alors, grâce à quelles infrastructures? C'est-à-dire, la question, c'est est-ce que vous vous êtes appuyé, par exemple, sur des assistants parlementaires existants? Est-ce que vous avez recruté pour faire ça? Est-ce que vous êtes méfié du personnel pré-existant? Est-ce que, au contraire, vous êtes dit on va se servir des moyens qui existent? Je ne sais pas. Oui. Ça, c'est quand même des questions que vous avez dû vous poser. Absolument. Ce sont d'excellentes questions. Il y a 2 choses dans votre question. Il y a le travail et il y a la question de l'administration est fondamentale. D'ailleurs, c'était un point là que j'ai mis. C'est que il faut dire les choses comme elles le sont. L'administration n'est pas forcément neutre. Elle est politique, elle est politisée. Et D'ailleurs, regardez à l'ENA, regardez les programmes économiques de l'ENA. C'est tous sur le capitalisme. Ils rejettent les visions post-keynésiennes. C'est totalement rejeté, c'est même pas du tout étudié. Et donc, les gens qui sortent de l'ENA, pour eux, l'économie, il y a un équilibre, il y a une main invisible, mais le fait que les banques créent de la monnaie, ça... On va mettre des visières et on va juste dire non mais ça on va pas le prendre en compte dans notre indemnisation. Et ça c'est très grave. C'est vraiment très grave aujourd'hui qu'on n'ait pas une diversité. Mais ça impacte directement votre administration. Complètement. Parce qu'il y a un défaut, il y a une vision qui est par défaut qui est néolibérale. Oui, c'est ça. Notre parti, le parti islamique, je dois dire des musulmans démocrates, Ennahda, il n'y a aucune plateforme économique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il vote les lois néolibérales sans les discuter. D'accord. Parce que ne pas avoir d'idée, ne pas avoir de plateforme, ça veut dire que le FMI et la Banque mondiale viennent. Et puis, là, en France, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne va vous donner, va même pas vous laisser discuter. Ils vont vous imposer et donc il n'y a aucun recours. Nous, l'équivalent de l'Union européenne, c'est la Banque mondiale et le FMI. Le FMI qui a son bureau dans la Banque centrale tunisienne. Donc il faut comprendre les choses. Donc l'administration c'est délicat parce que nous en Tunisie il y avait une méfiance tout de suite. Bien sûr il y avait une méfiance, mais des 2 côtés. Parce qu'on ne savait pas, nous, on avait nos interactions avec l'administration, elles sont assez négatives. Parce qu'on a vécu sous une dictature. Mais il faut surtout enlever les clichés parce qu'il y a des gens extraordinaires dans l'administration. Et moi, je vous assure, si j'avais pas eu des gens extraordinaires dans l'administration, j'aurais pas pu faire mon travail. Il y a des gens extraordinaires. Et c'est difficile de casser un peu
la glace, parce que voilà, ils ont travaillé dans l'administration qui a servi la dictature, mais c'était pas leur faute, pas tout le monde était responsable. C'est là où il y a, pour moi, la question fondamentale que je voulais recommander, c'est l'idée de la justice transitionnelle. Si vous avez un processus de justice transitionnelle dès le début et que c'est accepté, il y a les gens qui ont juste servi leur pays et qui ont vraiment fait leur travail. Moi, il y a une grande différence entre la France et la Tunisie. Bien sûr, nous, on est dans une dictature. Mais il y a quelque chose de c'est beaucoup plus sain. On travaille tous ensemble de façon saine. Mais il ne faut pas être étonné des blocages à l'administration. Donc, c'est sûr que s'il y a un projet plus radical, ça va être difficile pour l'implémenter en France, parce que vous avez une administration qui est rouée justement à une vision très néolibérale. Donc ça ne va pas être facile. Ça, je pense, je vais l'avoir même dit à un congrès, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, parce que c'est pas en ayant, en gros, c'est pareil dans tous les pays. Un parti politique qui a une plateforme électorale et s'il peut implémenter 20%, c'est déjà bien. Il y a un grand travail à faire avec l'administration, avec les syndicats, c'est pas évident. C'est pas très évident. Par rapport, donc ça c'est par rapport à l'administration. Donc par rapport aux modalités, mais nous on n'avait rien du tout, rien. Mais alors rien de chez rien. J'ai envie d'utiliser un mot, c'était à l'arrache. Et donc je vais vous dire, c'était vraiment à l'arrache, mais c'était aussi beau parce que ça vous oblige à travailler comme. C'était extraordinaire aussi. C'est vrai que c'était assez bureaucratique dans le sens où le problème c'est que la révolution était décentralisée, elle venait de l'intérieur et ensuite ils n'ont pas vraiment participé et tout a été centralisé à Bardo, Tunis. Donc ça c'était un peu problématique. Mais il n'y avait pas, il y avait pas du tout. Mais ça c'est un problème. Il n'y avait pas du tout d'assistants, il n'y avait pas de bureau. Donc à un moment donné, nous par exemple, on était le second parti. Après, nous avons gagné donc, la seconde place. On n'avait pas de bureau. Donc, quand on n'a pas de bureau, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans mon parti, c'était un parti de jeunes qui disait toujours on réclame jamais nos droits, on les exerce. Alors, je disais tu veux dire quoi? On occupe. Donc, c'était en plus le mouvement Occupy, c'est parfait. On occupe. Donc, on a occupé un bureau. Et on a dit non, on reste là. Et puis, mais c'est pas évident. Donc non, il n'y a rien, il n'y a pas de photocopie, il n'y a rien, c'est vraiment un papier, stylo. Il y a eu un énorme... Alors ça, c'est vraiment problématique, le statut des députés de la Constituante. Oui. Ça, c'est... Par exemple, en Tunisie, on avait eu des constituantes, on avait une constituante après l'indépendance. Mais le statut de constituant n'existait pas au niveau de l'administration. Donc la question du salaire est un énorme problème qui n'est pas accepté parce que c'est une question qui est vraiment des problèmes. Moi, dans mon cas, je vivais aux États-Unis. Je devais faire les allers-retours, j'avais ma famille. Notre salaire, c'était 2300 dinars, l'équivalent de 1000 euros. C'était le billet d'avion. Mais je ne pouvais pas, moi, aller demander de l'argent. C'est pas quelque chose qui est compris. Mais je pense que si, au lieu de donner un salaire, si on avait dit, voilà, ce sont des députés qui vont travailler tant d'années pour le peuple, c'était plus des remboursements de frais. Il n'y a pas de question de salaire, des remboursements d'indemnité, avec facture, Là, c'est tout à fait normal. Disons que c'est tout à fait normal. Après, vous ayez une petite allocation pour votre logement. Après, c'est compris. Mais le problème, c'est qu'il y a eu tellement de brouhaha sur cette question. Et ça a nourri la contre-révolution et les médias qui voulaient absolument qu'on sorte au bout d'un an et demi, qui ont dit mais ils volent l'argent, ils sont jamais là et tout. Donc, vous diriez que c'est une logique de bénévolat? Non, je pense pas. Non, vraiment. Non, quand même pas. Vous pouvez pas faire ça de bénévolat parce qu'il y a des frais qui sont engendrés. Il y a quand même des frais. Oui, mais ces frais, ils vous étaient pas remboursés? Pas tous, non. Disons non, ils n'étaient pas remboursés du tout. Non. On avait juste un salaire de 200. Ah oui, il y avait une forme salariée. Ouais, voilà, on avait un salaire. Mais bon, après, ça remboursait pas tout, mais on pouvait pas. Après, les médias ont été nourris par le manque de transparence et le manque de franchise de l'Assemblée constituante. Et en fait, là, je pointe du doigt vraiment le président. Il aurait dû être fonction importante de légitimation de l'Assemblée absolument par son président. Et il faut renouer la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de transparence. Le souci avec la constituante tunisienne, c'est que moi j'avais fait partie de ce mouvement qui avait essayé justement d'obtenir la transparence.
c'est que c'était très dur d'avoir des documents. Heureusement, aujourd'hui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Mais au début, moi, je filais tous mes documents à une organisation qui mettait ça. Donc, c'était dommage que ce ne soit pas l'administration. Parce que c'est quelque chose de nouveau, la transparence, ça, on ne veut pas trop. Donc c'est très difficile. Mais s'il y a la transparence, et si tous les documents, s'il n'y a pas l'utilisation de papier, mais tout est électronique, et tout est sur des écrans, mais après il faut des fonds pour ça, mais c'est pas un souci si vous avez une banque centrale qui est souveraine. Donc si vous avez tout le, disons, le support high-tech, tout le peuple peut participer, mais encore plus que ça. Les médias en France, c'est comme en Tunisie, ils appartiennent à des entreprises. Donc il ne faut pas croire qu'ils vont être très gentils et on va dire, ils vont être pas très critiques. Ils vont être critiques, voilà. J'essaie de trouver mes mots en français. Ils vont être très critiques de la Constituante. Et ça, c'est la nature des médias. Hein. Donc si vous n'avez pas un média indépendant, donc la Constituante doit avoir son propre média. C'est fondamental. En Tunisie, on ne l'avait pas. On a tout fait pour avoir une télé. C'est une sorte de chaîne parlementaire de la Constituante. Tout à fait. Oui. Mais ça doit être vraiment poussé dans le sens où les gens vont apprendre à connaître chaque constituant, vont les suivre. Chaque mot va être suivi, chaque débat va être suivi. Il y aura même des commentateurs. Aujourd'hui, on parle d'état civil. C'est quoi l'état civil? Quelqu'un dit la Constitution, c'est un contrat social. Est-ce que c'est des débats qui sont régionaux? En fait, les médias. En Tunisie? Non, malheureusement, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce qu'en Tunisie, il y avait encore cette histoire de on n'a pas d'argent. J'avais beau leur expliquer. C'est ça en Tunisie, c'est qu'en Tunisie, le FMI, la Banque mondiale, ils viennent et ils disent vous devez prendre un prêt parce que vous avez un déficit. Et alors moi, je me gratte la tête. Pourquoi j'ai besoin d'un prêt en euros et en dollars quand le personnel en Tunisie, le policier, le gars de l'administration, je vais les payer en dinars. Et donc là, c'est pareil. C'est que la Banque centrale finance directement un projet constituant, ça ne va pas créer l'inflation. On n'est pas en train de... On ne va pas créer une grosse inflation, là. Pas du tout, même. Donc, il faut vraiment comprendre que cette histoire de on n'a pas les finances, c'est pas vrai. Et ça, c'est une vision post-keynésienne. Le problème, c'est pas le financement. Le problème, c'est les ressources. Quand on est un pays souverain, bon, après, ça aussi, c'est une problématique de la constituante. Après, quand on arrivera dans le contenu, peut-être, qu'on discuter. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, quand on est un pays souverain, on peut donner tous les moyens pour cette constituante de réussir. Et les moyens, c'est les moyens matériels, technologiques, et surtout des consultations locales. Comment faire? Parce que le plus important, ce sont les constituantes locales. Ce sont les ateliers constituants. Les ateliers constituants, c'est primordial. D'ailleurs, ça a déjà commencé, ça fait des années qu'il y a des ateliers constituants. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Il faudrait essayer de fédérer ces gens qui, depuis des années, déjà apprennent à écrire leur constitution. Et tendre cette formation à tout le peuple, avant même de commencer la constituante. Il faut démarrer dès maintenant. C'est se donner tous les moyens pour faire remonter l'info. Encore une fois, ça doit être très organique et que ce soit trop transparent. Il faut prendre le temps que ça prenne. C'est pas un problème que ça prenne du temps puisqu'on a une transition qui continue la gestion des affaires courantes et qui vous pouvez garder un Sénat, une Chambre, c'est pareil. La constituante, c'est vraiment quelque chose qui doit inclure tout le monde. Donc les consultations, et ça demande des fonds. En Tunisie, malheureusement, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas d'argent pour faire des consultations. Le PNUD qui vient en dernière minute parce qu'il a plutôt aidé la Libye et le Yémen, il n'a pas aidé la Tunisie, donc il arrive en dernier, donc il se dit bon, je vais aider la Tunisie à faire des consultations. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a en Tunisie 24 gouvernorats, donc on a 24 consultations en Tunisie, 12 consultations en France, la moitié, parce que c'est le PNUD qui l'a décidé. Et je crois 3 consultations en Italie et 1 consultation en Allemagne. Aucune consultation dans le reste du monde. Donc quand on a un organisme comme ça qui empiète comme ça sur votre souveraineté, c'est eux qui décident.
Donc c'est malheureux, la consultation en Tunisie, ça a été mal fait. Quand vous parlez de consultation, c'est la consultation du peuple. Oui, voilà. Parce qu'il faut animer dans la diaspora. Partout. Et partout. Parce que, et animer les allers-retours entre exactement. L'organe central de rédaction et, et le peuple. Voilà. En Tunisie, ça a été très centralisé l'écriture, mais ensuite c'était participatif dans le sens où la constituante, elle a fait des journées portes ouvertes à la société civile, par exemple. Donc ils sont venus. Mais c'est un problème qu'ils viennent à Tunis. Pourquoi il n'y avait pas ces consultations partout dans le pays? Les délégués n'avaient pas plus de liens, les délégués de la constituante? Si, bien sûr. Chaque délégué essayait d'animer. Donc j'avais un collègue qui animait des cafés constitution. Donc ça c'est pas mal. Mais c'était des initiatives personnelles. C'était pas organisé. Et donc on était toujours pris comme ça à dernière minute. Et après, donc il y a eu beaucoup plus de participation. Les experts en constitution sont venus. Et ensuite, on a eu un dialogue national. Donc le dialogue national a permis de... celui qui a été démarré par le président Marzouki à Dar el-Vief à Carthage, celui-là c'était un dialogue national qui permet de parler des problématiques là où on avait du mal à trouver consensus. Le dialogue national qui a reçu le prix Nobel de la paix, c'est différent, ça c'était pour débloquer le pays d'une crise politique. Mais le premier avait aidé. Le premier, c'était une initiative du président. Pareil, donc il y avait beaucoup d'initiatives. Donc il y avait des dialogues nationaux, c'est-à-dire des consultations. Des consultations. Complètement disséminées sur tout le territoire, sur des thèmes spécifiques qui posaient particulièrement problème à l'intérieur de la constitution. Exactement. Et c'était dommage que ce n'était pas organisé. Donc des sociétés civiles le faisaient, les syndicats, certains syndicats l'ont fait. C'était pas systématique et c'était pas organisé. Donc dans la mécanique de la constituante, il faut réfléchir à comment faire pour... encore une fois, le défi c'est comment faire pour que l'information organique elle remonte et qu'ensuite il y a un tri et il y a un document qui respecte le tout. Après, faudra décider de tout ce qui est vote, référendum. Pour moi, je suis pour le référendum. Certaines personnes disent que c'est à double tranchant parce que si vous n'avez pas beaucoup de participation. Et encore une fois, l'idée de référendum ne devrait pas faire peur s'il y a une grosse mécanique derrière et que les écoles soient, toutes les écoles, les entreprises, tout le monde fait des... En fait, vous pouvez même avoir une loi qui mettent en place l'initiative constitutionnelle. C'est-à-dire c'est mandatoire. Donc toutes les écoles, le samedi matin ou le mercredi après-midi, c'est constituante. Toutes les écoles, tous les lycées, toutes les facs, c'est constituant. Parce que c'est un moment historique. Vous allez avoir 5 ans, il n'y aura que de la constituante une après-midi. Et les comités d'entreprise, et les syndicats, toutes les franges de la société, et les associations, et les associations de quartier, tout le monde doit avoir... mais encore une fois, si vous arrivez à fédérer, ça va être avec de la passion. Donc c'est vraiment... encore une fois, tout remonte à comment fédérer les gens sur cette nécessité de renforcer la démocratie. Et bien évidemment, vous allez devoir travailler avec beaucoup de monde, et pas seulement un parti, avec des économistes qui vont montrer l'inégalité croissante, ou le modèle néolibéral qui ne fonctionne plus, qui est complètement, dont le système représentatif tel qu'il est aujourd'hui sert justement les intérêts des entreprises. Donc, alors, je sais qu'il nous reste moins de 5 minutes. Est-ce que je peux juste vous poser une question concernant la manière dont vous avez cherché à... j'aime pas ce mot, mais à gérer la contradiction politique. C'est-à-dire, là on part sur le contenu, sur le débat constituant lui-même, et sur la nécessité qu'il y ait, on est dans une démocratie, donc il y a forcément des gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Tout à fait. Et alors comment, vous disiez, vous allez de dire, il faut faire intervenir des gens antilibéraux, etc., mais ça c'est un parti pris. Donc là, ça voulait dire que vous aviez, vous, une orientation, mais peut-être que tous les représentants n'avaient pas cette orientation. Oui. Et alors, comment on gère cette... Mais c'est pas évident. Il faut, encore une fois, je pense que le succès, c'est... Moi, je dis pas que la Tunisie est un succès.
Je pense que la Tunisie, elle est sur les bonnes rails, on va dire, sur le long terme. Mais je ne vais pas répéter comme les journalistes qui sont en train de dire la Tunisie c'est un modèle, c'est un succès. Non, non. Là, on a de gros problèmes en Tunisie. Et on voit les limites du système représentatif. Et finalement, en Tunisie, on n'a rien innové. On aurait pu être les précurseurs à essayer le tirage au sort, ou à essayer quelque chose, même pas le tirage au sort, ou quelque chose de tout nouveau. Ou pourquoi pas un système mixte où vous demandez aux gens, tu choisis un représentatif ou tu choisis le tirage au sort. Un système mixte au choix. Oui. Ça peut être une idée. Ouais. Ça existe, il y a des gens qui réfléchissent à ça. C'est pas mal, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui va calculer le nombre de sièges au vote par rapport à le nombre de gens qui veulent le représentatif. En fait, vous avez le choix. Soit vous choisissez d'élire un député, soit vous choisissez et c'est possible. Et ça, par contre, le nombre de sièges, c'est un peu géométrie variable. Ça va changer. Ça va changer avec la société. Puis à un moment donné, peut-être que vous aurez toute la société qui va dire non, on veut le tirage au sort. Ou non, on revient parce que le tirage au sort, c'est. Il faut innover en fait. Ce choix-là. Voilà, il faut vraiment innover, il faut trouver. C'est pas évident, justement. Donc comment être face à ces contradictions? Je pense, encore une fois, la légitimité, elle est super importante. Deuxième, il faut être le plus inclusif et participatif possible. Et 3, c'est le temps. Le temps. Plus vous prenez votre temps, plus en fait, les gens ils vont bien comprendre quelles sont les problématiques. Et il y aura une meilleure compréhension. Il y aura une meilleure compréhension, mais il y aura aussi une meilleure volonté de tout le monde. Parce que je vais vous dire, la force de la Constituante en Tunisie, c'est qu'au final, vous aviez 217 députés qui ont vécu des moments très difficiles avec la perte d'un collègue qui était vraiment extrêmement douloureuse. Comment le chiffre de 217 avait été fixé? Pourquoi 217 217, c'était par rapport au nombre de Tunisiens par représentant, 60 000 Tunisiens par représentant. Voilà. Et 18 de la diaspora parce que 10%, et donc vous avez fait un découpage. Et donc, 6 mois après le début de la Constituante, il y avait eu la crise. La Constituante, je vous l'assure, elle aurait été dissoute et la Constitution aurait été écrite par des experts. Mais vu que, au bout de 2 ans, les collègues, on était restés 2 ans à travailler dessus, c'était hors de question qu'on jette tout à la poubelle. Tout le monde a mis la bonne volonté parce qu'on était tous liés par ce sacrifice de temps. Donc avoir un processus qui dure dans le temps, il y a un problème il va falloir toujours renforcer cette légitimité de soutien, ce n'est pas évident quand vous avez des médias qui vous tapent dessus toute la journée. Mais en même temps, ça renforce la bonne volonté. Vous allez voir qu'il y a vraiment une bonne volonté pour trouver le consensus. Et le consensus, il a besoin du temps. Et vraiment, normalement, si le mouvement qui est à l'origine de la convocation de la Constituante est un mouvement uni sur un gros thème qui est l'inégalité, qui est renforcer la démocratie, normalement la plupart des gens vont être d'accord là-dessus. Là où le souci, c'est qu'il y a des gens qui vont ramener des problématiques qui n'existent pas à ce moment-là, c'est-à-dire des problématiques identitaires, la religion, c'est-à-dire un peu pour divertir, ça existe, voilà. Mais c'est-à-dire qu'il faut pas croire que la France va être immunisée de ça. Il va y avoir des gros débats, vous allez avoir l'impression que ça va polluer, et je veux dire mais non, on veut parler des démocraties. Mais en fait ces débats-là vont avoir lieu, et il faut qu'ils aient lieu. Parce que c'est comme si on passe par une crise, hein. Et il y a une grosse remise en question. Et quand on écrit une constitution, comme je l'ai dit, on se projette vers l'avenir, mais chacun, tous ceux qui participent à ce processus, va se poser 3 questions. D'où on vient? Nous, notre peuple, d'où vient notre peuple? Donc l'histoire est importante. Pourquoi on fait ça? Et le pourquoi on fait ça, ça va définir toute la ligne directrice de la Constitution. Et où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut aller? C'est vraiment dans le futur, c'est comment on veut protéger les futures générations de Français et de Françaises. Donc là, il y aura des questions qui vont vraiment transcender toute la problématique qui ont enclenché. C'est-à-dire que nous, en Tunisie, on était contre la dictature, il y a une révolution.
les gens voulaient de l'emploi, et on s'est retrouvé à parler de choses qui ont des sources dans l'histoire. Il y avait des mots, M-A-U-X, qui étaient d'anciens douleurs, qui sont ressortis. C'est-à-dire qu'un peuple, il y a peut-être des gens qui ont écrit des bouquins sur la psychologie des peuples, mais il y a des choses qui reviennent comme ça. C'est pas quelque chose d'individuel. Donc il y a des traumas qui se sont passés au moment de l'indépendance. Il y a des gens qui ont été exclus, etc. Et c'est a ressurgi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu de justice transitionnelle. Quand vous n'avez jamais de justice transitionnelle, vous avez comme ça des gens qui viennent avec leur propre bataille. Donc, les jeunes en Tunisie, ils se sont retrouvés, ils pensent que la révolution a été confisquée. Parce qu'on a un problème générationnel en Tunisie. On a les gens qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, ce sont des gens qui étaient en querelle dans les années 60-70. Et donc ils se sont accaparés le pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est des vieux dinosaures. Et donc ils pensent qu'ils sont radicaux parce qu'ils regardent, ils se projettent par rapport à... Leur référence, c'était l'indépendance. La référence des jeunes aujourd'hui, c'est différent. Donc il y a un problème de génération. Et d'ailleurs, je ne pense pas que l'un pourra convaincre l'autre. Il faut juste, quand on écrit une constitution, il faut juste comprendre que ça va se passer. Il y aura des choses qui vont revenir. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait peut-être des choses qui reviennent de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des vieux traumas comme ça. Le Vichy, etc. Ça va peut-être revenir. Des choses où l'historien Guillemin, dont il parle de la Révolution française, qui a été glorifiée, etc. Mais au final, toutes les armes du peuple ont été enlevées, et puis on a mis les banquiers, on a mis les gens riches. Donc des choses, ça peut revenir. Hein, mais c'est pas mauvais, c'est très bien. C'est juste que c'est cathartique. Exactement, c'est vraiment, c'est vraiment un moment où on va se réconcilier avec l'histoire, on se réconcilie avec les objectifs et avec surtout se projeter, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut vraiment continuer comme ça avec une société comme ça, ou est-ce qu'on veut améliorer la démocratie pour pouvoir donner une chance et protéger tout le monde ? Donc, encore une fois, la justice transitionnelle pour moi c'est clé, il va falloir vraiment l'incorporer et vous-même la définir. Voilà. On va être obligé de conclure. Oui, bien sûr. Tu veux conclure ? Tu veux dire quelque chose ? Oui. Si tu veux. Merci pour cette audition. Ça nous a permis de passer sur les champs importants, un peu des questionnements, effectivement sur la question de comment on la convoque, la question de la légitimité, et après plus rentrer dans les sujets un peu plus précis des membres, de leurs besoins matériels en fait aussi. C'est assez intéressant, de l'importance de la publicité et d'avoir un média. Avoir un propre média. Ouais, ça c'est des éléments qu'on retient. Et au niveau juste des thèmes, on n'a pas parlé de ça, mais pour moi, les thèmes de la monnaie, elle est primordiale. C'est les leviers de récupération de la souveraineté. La monnaie et la souveraineté alimentaire. Et nous, on n'a pas réussi. C'est un article que j'ai défendu, la souveraineté alimentaire. Mais il n'est pas passé. C'est un peu dommage, mais on a passé beaucoup de très bons articles. L'article 10 qui dit que l'État peut donner priorité à l'économie nationale. Oui. Donc là, vous n'avez plus l'OMC qui va vous dire bah non, vous ne devez pas faire de la préférence domestique. Bah non, notre constitution n'est plus. Donc la constitution, c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est un mécanisme, il va vous protéger. Il va vous permettre d'avoir les décisions en main. La constitution tunisienne de 59, il n'y avait pas le mot souveraineté, c'est quand même bizarre parce que c'est après une indépendance. La constitution de 2014, c'est partout. Souveraineté partout. Souveraineté dans la décision nationale, souveraineté par-ci, souveraineté par-là, souveraineté du peuple. Les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien et l'État exerce la souveraineté du peuple s'agissant des contrats. Mais c'est extraordinaire, une constitution, ça peut vraiment mener à des révolutions. Ça peut, et il ne faut pas louper le coche, la monnaie, la ressource naturelle, la souveraineté alimentaire, l'armée, le rôle de l'armée, parce que ça c'est important pour moi, ce sont des thèmes cruciaux. Avec bien sûr les droits et les droits humains, évidemment.
Bah, merci beaucoup. Et De rien, merci beaucoup à vous. On aimerait continuer. on aimerait continuer, effectivement, oui. Ça peut être possible. Ah, j'ai pas échangé le